Les coulisses du droit à présent avec Stanislas Wenpoamois. Bonjour. Oui, de nouveau bonjour. Oui. Nous y sommes Hmm. avec notre invité. On parle ce matin des infractions de droit commun. Maître Lionel Rodrigue Glito, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste, je salue les téléspectateurs. Ils vous répondent par notre voix, bien évidemment. Nous sommes heureux de vous revoir par ici, n'est-ce pas, Théodule Moussa? Oui, bien sûr. Je salue monsieur Théodule aussi, je salue tout le monde. Exactement. Alors, puisqu'on parle des infractions de droit commun, on va y aller. Une clarification conceptuelle. C'est quoi une infraction? Merci à vous pour le choix de ce thème, beaucoup plus riche pour les concitoyens assoiffés de la culture juridique. Une infraction est déjà connue par tous. La population elle-même s'amuse à définir l'infraction quand j'entends dire que c'est l'ensemble des comportements proscrits par la société. Et en droit, il faut remarquer que l'infraction est beaucoup plus rangée dans la catégorie du droit pénal, et plus précisément du droit pénal général et du droit pénal spécial par la suite. L'infraction donc se définit ou peut être définie, parce qu'il y a plusieurs types de définitions. On peut définir l'infraction comme toute action ou toute omission légalement prévue par un test, sanctionnée par ce test, et donc qui est strictement interdit. D'accord. Alors, ainsi défini, combien de catégories d'infractions avons-nous au Bénin? Nous avons naturellement, quand on parle d'infractions de droit commun, trois catégories d'infractions. En premier, nous avons du plus bas au plus grand, nous avons ce qu'on appelle les contraventions de police. Nous avons ensuite les délits et nous avons enfin les crimes. D'accord. Les contraventions de police, Oui. les délits Et les crimes. et les crimes. D'accord. Voilà les catégories d'infractions qui existent. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples par catégorie? Quand on prend les contraventions, par exemple, quelques exemples. Les contraventions de police, un exemple tout court, c'est quand un citoyen viole une obligation du code de la route, par exemple, en brûlant les feux. Il est déjà en pleine contravention de police. Un exemple de délit, Oui. nous avons le vol, qui est défini souvent comme la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Oui. Nous avons l'escroquerie, qui est définie comme l'usage de fausses qualités, de faux noms. Et donc, avec cette manœuvre frauduleuse chimérique, au fin de se faire remettre quelque chose. Donc, l'escroc a fait usage de beaucoup de choses, fausses qualités, faux noms, et manœuvre chimérique. Il a dû user du verbe, il a dû dire certaines choses pour faire croire en l'existence de quelque chose réel ou sérieuse, au fin de se faire remettre quelque chose. Donc il a escroqué. Après l'escroquerie, on peut citer également l'abus de confiance. Nous avons l'abus de confiance simple, nous avons l'abus de confiance aggravé. Voilà. L'abus de confiance peut être défini comme le fait de détourner au préjudice de quelqu'un des valeurs, des biens, une somme d'argent destinée normalement à autrui, mais donc qui n'est pas allé à son terme, parce que celui qui a reçu la garde ou la charge de remettre ce qui est destiné à l'autre a dû dissiper ça. Donc, il a abusé de la confiance de celui qui a remis les valeurs, les choses, les biens, voilà. D'accord. Maître Glito, Un exemple de crime. Oui. Il y a l'assassinat, il y a les parricides, les infanticides. Il y a les crimes économiques aussi qui sont qualifiés de crimes. Parce que quand on parle de crimes, il faut distinguer les crimes de sang. Il faut voir ensuite les crimes économiques. Et voilà. D'accord. Comment se constitue une infraction pénale? Voilà, l'infraction pénale se constitue par le fait qui a été incriminé et sanctionné par la loi. En termes juridiques, les éléments constitutifs d'une infraction remontent au juriste pénaliste italien Cesare Beccaria, qui a institué un principe, le principe selon lequel il ne peut pas avoir de peine, il ne peut pas avoir de crime sans test. Ça suppose en latin le principe qu'on appelle nullum crimen nulla poena sine lege.
Mais l'infraction se constitue par les éléments de trois autres éléments. Il y a l'élément légal, ça suppose qu'il y a un test existant qui sanctionne le fait. Il y a l'élément matériel, ça suppose que de façon substantielle ou de façon matérielle, il y a eu un fait qui a été commis, un vol par exemple. Et enfin, il y a l'élément intentionnel. Si l'agent pénal ou si celui qui est en train d'être jugé avait l'intention à planifier effectivement son truc, ça veut dire que les conditions sont totalement réunies. Donc l'élément intentionnel, l'élément moral, il a bien pensé, il est allé faire effectivement, c'est ça l'élément matériel, et voilà, une loi existe et sanctionne. Donc nous sommes pleinement dans le champ d'une infraction. Et donc dès que ces éléments n'étaient pas réunis, le juge peut en déduire à ce qu'on appelle au fait simplement que les conditions ne sont pas réunies pour qu'il y ait infraction. Et l'individu pourra bénéficier d'une relaxe au bénéfice du doute, d'un acquittement ou voilà, simplement ne sera pas puni conformément aux dispositions du code pénal. D'accord. Alors, vous avez quand même donné des explications assez intéressantes et bien fournies sur la constitution de chacune de ces infractions. Mais dès lors que l'infraction est commise, il y a certainement des juridictions qui doivent en avoir connaissance. Quelles sont, dans le code de procédure pénale, ici au Bénin, les juridictions qui peuvent avoir connaissance de chacune de ces infractions? D'abord, tout remonte à la définition de chaque infraction. La contravention de police, c'est défini par exemple comme une infraction punissable de peine de police. Là, on voit directement que c'est un tribunal de police ou un tribunal correctionnel qui s'en occupe. La plupart des sanctions liées à une contravention de police, ce sont les paiements des amendes, les fourrières, on verbalise. Et donc, quand je parle de tribunal de police, c'est déjà l'unité de police qui sanctionne. On paie les fourrières, les frais de fourrière au commissariat, on paie. Et donc, ça peut arriver que la contravention de police amène jusqu'au déferment devant le juge, devant le procureur, et plus tard passera devant le juge aussi. Donc, quand on parle de juridiction liée à la contravention de police, notez que c'est une juridiction correctionnelle ou une juridiction de police, un tribunal de police ou un tribunal statuant en matière correctionnelle. D'accord. La seconde chose, c'est que le délit est défini comme une infraction punissable de peine correctionnelle. Punissable de peine correctionnelle. Ça veut dire que la juridiction habilitée à juger des délits, c'est le tribunal statuant en matière correctionnelle. D'accord. En matière correctionnelle. Les délits, j'ai cité le vol, l'escroquerie, l'abus de confiance, etc. Et donc, la philosophie, c'est que la contravention de police est l'infraction la moins grave. Le délit est l'infraction plus ou moins avancée, plus que la contravention de police. Mais la philosophie est que on a parlé de tribunal correctionnel simplement parce que la société ou la loi estime que l'individu qui commet ces catégories d'infractions est encore récupérable. Il suffit que cet individu soit retiré, soit condamné de manière temporaire, et soit corrigé et revienne plus ou moins revêtu de sagesse à la société. C'est pourquoi on parlera de peine correctionnelle. On a corrigé cet individu pour qu'il revienne dans la société revêtu de beaucoup plus de sagesse. D'accord. On parlera de crimes et on définira les crimes comme les infractions punissables de peine afflictive et infamante. Là, c'est déjà l'infraction la plus grave. Ça va jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité. Vous êtes d'accord que celui-là ne reviendra plus dans la société. On ne le corrige plus. Donc, il est incarcéré pour un bon moment jusqu'à son décès parce que les réformes actuelles font état de ce que le code pénal ne retient plus la peine de mort. Donc, c'est une réclusion criminelle à perpétuité. Mais pourquoi la loi ne prévoit pas de le corriger, cet individu, dans ce cas pareil? Parce que l'infraction a atteint un degré où on ne peut que sanctionner comme ça. On ne peut que sanctionner comme ça. Vous savez, je donne quelques exemples de décisions déjà passées. La CRIET a condamné quelqu'un qui avait une responsabilité de ce pays, dans ce pays plutôt, et où on a constaté plus de 2 milliards, plus d'1 milliard et quelques de détournements. Et la CRIET l'a condamné à la peine à perpétuité et à
restituer ou à payer entre les mains de l'État non seulement des amendes, mais aussi les fonds qui étaient détournés. Vous voyez? Et donc, ça, c'est un crime économique, par exemple. Un crime économique, c'est le détournement des deniers publics, c'est la corruption. Et donc, si ça va à un certain niveau, vous imaginez déjà que la peine ne serait pas si facile. Même au niveau des vols, il faut distinguer les vols simples, les vols aggravés. Les vols aggravés, par exemple, c'est ce vol commis par infraction de clôture la nuit, vol commis avec violence, vol commis avec plusieurs personnes. Et donc, le vol simple qui était punissable ou qui est punissable dans notre arsenal pénal d'1 an à 5 ans d'emprisonnement, avec 100 000 ou 1 million, jusqu'à 1 million d'amende, n'a rien à voir avec un vol aggravé. Le vol aggravé est punissable de 10 à 20 ans, ou même de 5 ans à 15 ans. Ça dépend du cas. Et il y a des vols suivis de meurtres, de coups mortels. Et là, ça me permet de dire, en même temps, la juridiction qui statue en matière criminelle, en matière de crime, c'est le tribunal statuant en matière criminelle. On l'appelle le tribunal statuant en matière criminelle. Entre-temps, on l'appelait la cour d'assises. La cour d'assises qui statue et qui tient ses séances 2 fois par an en session. Et donc, c'est ce qu'on appelle la solennité en droit. En ce moment-là, vous voyez, les juges sont en rouge. Ce n'est plus les audiences ordinaires où c'est la robe noire. Voilà. D'accord. Alors, vous avez parlé tantôt des peines afflictives et infamantes pour les crimes. Pour les crimes, donnez-nous plus de détails par rapport à ça. Quand on parle de peines afflictives et infamantes pour le Béninois lambda qui nous suit, que doit-il retenir? Voilà. Une peine afflictive et une peine infamante sont des peines liées au crime. Ça suppose que ce sont des infractions suffisamment graves. Des infractions qui n'ont rien à voir avec un délit où l'individu devrait se revoir en peine correctionnelle. Donc, ça suppose que cet individu est déjà un danger pour la société. Si je m'en réfère au code des personnes et de la famille, l'article 234 de ce texte, de cette loi, qui traite du divorce ou des conditions du divorce, a cité que quelqu'un qui est condamné à une peine afflictive et infamante, son conjoint peut demander le divorce. Parce qu'il y a déjà un risque que celui-là ne revienne plus. La vie en couple, le ménage est foulé au sol, il n'aura plus une vie là. Et donc celui-là est incarcéré pour longtemps, soit une réclusion criminelle à temps, c'est-à-dire à temps, on sait que c'est peut-être une réclusion criminelle de 10 ans, de 20 ans, ou une réclusion criminelle simplement à perpétuité. Celui-là, il séjournera le plus longtemps possible. À moins qu'il y ait une dérogation plus tard du chef de l'État qui puisse le gracier. Mais ça ne serait pas si facile parce que c'est ce qu'on appelle la peine maximale. D'accord. Parlons, Maître Glito, de l'adultère. Est-ce une infraction? L'adultère était une infraction. L'adultère était une infraction. Et quel adultère encore? C'était l'adultère de la femme uniquement qui était considéré comme une infraction. Mais chemin faisant, le Bénin a rallié beaucoup de principes de droits de l'homme et le code pénal qui a été voté récemment, il y a je crois 2 ans, est ferme. L'adultère n'est plus une infraction. L'adultère est considéré comme une faute civile donnant ouverture à une procédure de divorce. Donc l'adultère n'est plus une infraction au regard des dispositions pénales en République du Bénin. D'accord, d'accord. Alors, une dernière question pour finir. Établissez-nous peut-être la différence entre la peine d'emprisonnement ferme et la peine d'emprisonnement avec sursis. Voilà, une peine est dite ferme quand elle est exécutée obligatoirement, elle est exécutée automatiquement. La personne séjournera dans une maison d'arrêt, la personne sera incarcérée. Par contre, la peine avec sursis ou la peine assortie de sursis est toujours une sanction. Mais la personne qui est condamnée avec une peine assortie de sursis n'ira pas purger la peine de façon matérielle dans une maison d'arrêt. La personne est libre. Je suppose que tel individu, Jean, est condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis.
Jean reste libre, Jean reste dans sa famille, Jean va à ses occupations. Mais cette infraction est assortie par ce qu'on appelle une durée d'épreuve. La durée d'épreuve, c'est que si dans le temps de 5 ans, cette personne qui a été condamnée à 2 ans avec sursis commettait éventuellement une nouvelle infraction, rapidement cette personne, dans la période de 5 ans, ira enfermé matériellement pour les 2 ans commis, les 2 ans punis plutôt, et en sursis. La personne ira transformer, de toute façon la justice transformera ce sursis en peine ferme. Donc c'est juste un avertissement, c'est beaucoup plus dangereux même. Parce que quelqu'un qui est condamné à une peine avec sursis se dit, voilà, je ne suis pas incarcéré, mais pendant 5 ans, un danger permanent guette celui-là. Si jamais cette personne commet une banale infraction, la personne ira purger la peine assortie de sursis, transformée en peine ferme avant que la nouvelle infraction qu'elle a commise ne soit jugée. Et voilà. Donc là, il faudra faire très attention. Très attention. C'est pourquoi je remarque que beaucoup de personnes qui sont condamnées à des peines de sursis font forcément appel. Parce qu'on ne sait jamais. Et si la cour d'appel, juridiction plus élevée que le tribunal, arrive à dire que cette infraction n'est pas constituée, c'est très bien pour eux parce qu'en 5 ans, on ne sait pas ce qui peut se passer. Parce que tout danger peut guetter. Une simple... un banal accident de circulation peut le conduire dans une maison d'arrêt. Et donc, cette infraction rattrapera la banale sursis que la personne avait eue et qui était plus ou moins négligée. Voilà. D'accord, Maître Glito, merci beaucoup. Avec vous, on a parlé des infractions de droit commun. On a plus de connaissances là-dessus maintenant, les différentes catégories d'infractions, les juridictions qui peuvent connaître des unes et des autres. Merci beaucoup pour ces éclairages. Passez une bonne journée de travail. C'est moi. Je salue le plateau et je salue les téléspectateurs également. Merci beaucoup. Merci donc à vous, Maître Glito, Stanislas Gwenpo, merci. On se retrouve lundi prochain, Maître. Vous serez toujours avec nous. Hein? Avec plaisir. Ouais, si vous m'invitez, je serai. Merci beaucoup. D'accord. Merci. Donc, nous allons passer à la question du jour avant de retrouver la causerie matinale.